Cher Olivier, vous avez été particulièrement impliqué dans la commission du Mékong que vous avez dirigée entre 2004 et 2007. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le fonctionnement de cette commission? Oui, l'origine de cette commission remonte à 1957, lorsque les Nations Unies ont créé le comité du Mékong. Je note au passage que ce fut considéré à l'époque comme la plus grande réalisation des Nations Unies. L'objectif était essentiellement de développer l'agriculture irriguée et la production d'énergie dans le bassin du Mékong au sud de la Chine. Ensuite, cette coopération qui avait bien démarré a été sérieusement mise à mal par la guerre du Vietnam et le génocide cambodgien, et il faut alors attendre avril 1995 pour qu'après 2 ans de négociations facilitées par les Nations Unies, les 4 pays du Bas-Mékong, Cambodge, Laos, Vietnam et Thaïlande, signent ce qu'on appelle le traité du Mékong. Donc la Chine et la Birmanie n'en font pas partie. Alors, ce traité porte en quelques mots sur la planification d'un programme commun de développement, sur la protection de l'environnement, sur la liberté de navigation, sur les maintiens de débit en saison sèche et sur les règles de notification et de consultation entre les pays pour l'approbation de nouveaux projets. Ce traité définit aussi la structure et le fonctionnement de la commission du Mékong, dont le secrétariat est partiellement actuellement au Laos et partiellement au Cambodge. La commission comprend aussi plusieurs organes qui sont un comité technique conjoint qui se réunit minimum 2 fois par an, un conseil des ministres qui se réunit annuellement, un sommet des chefs d'État mis en place récemment et qui s'est réuni que 2 fois jusqu'à présent. Et toutes ces réunions ont surtout pour but de discuter d'un programme commun. Malheureusement, dans le cadre de la commission du Mékong, et contrairement à ce qu'on avait pour l'organisation du fleuve Sénégal, le programme actuel est assez mou, car il n'inclut pas les grands projets d'infrastructure qui restent du ressort national. Les questions délicates ont donc tendance à être plutôt discutées de manière bilatérale entre pays plutôt que d'être portées sur la table de la Commission. Donc il est important de savoir que le financement de la Commission du Mékong est assuré seulement à raison de 20% par les pays eux-mêmes et que le reste, 80% donc, est financé par la communauté internationale des bailleurs. Donc c'est la communauté des bailleurs qui détient, si on veut, les cordons de la bourse et qui, en quelque sorte, peut tirer les ficelles dans une direction qui, plus ou moins, peut plaire ou ne pas plaire au pays. Les bailleurs ont donc une certaine tendance à cantonner, disons, le rôle de la commission du Mékong dans celui de chien de garde environnemental, si j'ose dire, mais c'est un chien de garde qui, de toute façon, ne pourrait pas avoir de dents, étant donné sa constitution institutionnelle. D'accord. Donc quels sont, dans ce contexte-là, les grands enjeux de la gestion transfrontalière du fleuve? D'abord, il faut savoir qu'il s'agit d'un fleuve qui charrie énormément d'eau, 5 fois plus que le Nil, autant que le Mississippi, autant que le Gange. Mais qu'il y a une énorme différence entre les débits en saison sèche et les débits en saison humide, en période de mousson. Donc en saison sèche, il n'y a plus assez d'eau pour des extractions d'eau supplémentaires qui nécessiteraient la construction de barrages. Le fleuve est donc faiblement développé et aux yeux de la plupart des pays, de tous les pays, il offre encore un important potentiel de développement. Il n'est donc pas étonnant de voir qu'il y a énormément de projets d'infrastructures dans le pipeline. L'investissement va donc indéniablement se poursuivre, mais avec des impacts non négligeables, tels que, citons les plus importants, l'intrusion salée dans le delta, au Vietnam, la perte, disons, le captage de sédiments qui provoque une érosion côtière, la réduction du potentiel de pêche qui est très très important dans la région et la diminution de la biodiversité. En fait, je vois 2 enjeux majeurs. D'une part, l'équilibre qu'il convient de trouver entre les intérêts économiques des différents pays, disons, de la commission du Mékong, et d'autre part, l'équilibre qu'il faut aussi trouver entre les priorités économiques d'une part et les impératifs environnementaux et sociaux d'autre part. Sur le plan de la qualité de l'eau, le Mékong est heureusement encore un des fleuves les plus propres au monde. Donc il faut seulement veiller à ce que les sources de pollution potentielles soient maîtrisées, et notamment les risques d'accidents de navigation. En résumé, le défi de la commission du Mékong est d'aider les pays à réussir un développement dans plusieurs secteurs interdépendants, et ce de manière pacifique, équitable et durable. Ce pari est évidemment loin d'être gagné.
Très bien, donc le Mékong est un fleuve qui connaît une forte empreinte hydroélectrique dans un contexte où l'utilisation de l'eau permet de grandes retombées économiques et énergétiques. Comment peut-on concilier ces intérêts entre des pays amont et des pays aval? En fait, pour le Mékong, la question amont-aval est plus complexe qu'il n'y paraît à première vue. Parce que le seul pays qui est vraiment totalement en amont, c'est la Chine, qui ne fait pas partie de la Commission. Le Vietnam, lui, est clairement en aval avec son delta, mais il est aussi en amont du Cambodge avec ses hauts plateaux qu'il développe à grande vitesse. Le Laos et la Thaïlande ont une position géographiquement équivalente à la fois en aval de la Chine et en amont du Cambodge et du Vietnam. Donc on ne peut pas vraiment dissocier la dimension géographique de la dimension sectorielle. D'accord. Et donc plus généralement, comment concilier les intérêts entre différents secteurs d'activité extrêmement dépendants, tels que par exemple le lien entre hydroélectricité, irrigation agricole ou encore la pêche? En hydrodiplomatie, il faut toujours commencer par bien comprendre les intérêts économiques sectoriels des uns et des autres et voir ceux qui, dans ces intérêts, sont compatibles et ceux qui ne le sont pas ou moins. Alors, pays par pays, la priorité du Laos est clairement le développement de son gigantesque potentiel hydroélectrique. Le Laos veut devenir la batterie du sud-est asiatique. Le Vietnam veut à la fois développer ses hauts plateaux en énergie et irrigation et à la fois protéger son delta. La Thaïlande, elle, veut développer l'agriculture irriguée, mais elle sait qu'elle ne peut le faire qu'en comptant sur des barrages en amont au Laos et en Chine. Et le Cambodge veut maintenir l'énorme potentiel de pêche, notamment dans son fameux lac, le Tonlé Sap, où vivent une population très vulnérable. Tous ont besoin et veulent se protéger des inondations. Je pense que si les infrastructures sont bien gérées, je veux dire gérées en commun, le développement, en tout cas de l'hydroélectricité et de l'agriculture et de la lutte contre les inondations ne sont pas du tout incompatibles. Dans ce cas, on peut parler de barrages à usage multiple, mais qui demandent une gestion conjointe, notamment avec la Chine. C'est loin d'être le cas actuellement. Mais le problème clé qui subsiste alors dans le bassin du Mékong se situe au niveau de la pêche, et surtout pour le Cambodge. Il faut savoir que la pêche y est extrêmement répandue et que les communautés les plus pauvres qui vivent le long du fleuve et du Tonlé Sap sont particulièrement sensibles, subissent d'ailleurs déjà un phénomène de surpêche dû à la croissance démographique, donc il s'agit d'un sujet extrêmement délicat. La crainte, en plus d'une réduction drastique du potentiel de pêche due à la construction de barrages en amont, constitue actuellement un goulot d'étranglement pour le développement des autres secteurs et donc une source de tension politique. À mon avis, la priorité des priorités doit donc se situer au niveau du développement de solutions d'avenir valables pour les communautés rurales et de pêche les plus pauvres qui vivent le long du fleuve et le long du lac Tonlé Sap. Donc je pense, plus généralement, que pour concilier, parce que c'était cela votre question, les intérêts des uns et des autres, le mieux, à mon avis, est de mettre en œuvre un programme d'investissement multisectoriel qui devrait inclure tous les projets nationaux d'infrastructure. Je parle d'un potentiel de projets bien équilibrés, où chaque pays y trouve son compte, ou sa part du gâteau si on veut. Donc je pense que la Commission du Mékong devrait être ou devrait devenir la locomotive d'un tel programme de développement régional. Malheureusement, comme je l'ai déjà souligné, la communauté internationale, qui est surtout focalisée sur les risques liés aux investissements, ne le voit pas encore de cet œil-là. Très bien. En fait, enfin, pour la dernière question, vous avez déjà mentionné cette question, mais je voudrais aborder le rôle de la Chine, qui n'est pas officiellement partie intégrante de la Commission, et voir avec vous quelles sont les relations actuelles avec les pays aval, et si, à votre avis, on peut espérer voir la Chine un jour intégrer la Commission. Oui, c'est une question brûlante. La Chine, où le Mékong prend sa source, a entrepris depuis de nombreuses années la construction d'une véritable cascade de grands barrages, dont, je le signale, le deuxième plus haut barrage du monde, le Siaoan, avec une hauteur de 292 mètres, donc près de 300 mètres de hauteur. Donc évidemment, cela fait peur. Mais toutefois, il faut nuancer, parce que ces barrages hydroélectriques, d'abord, ne consomment pas beaucoup d'eau. D'autre part, il faut savoir que la Chine ne contribue que pour 16% du débit total du fleuve Mékong, et que donc l'impact est surtout significatif près de sa frontière, c'est-à-dire dans le triangle d'or. L'impact est moins significatif au sud, au Cambodge et au Vietnam. Au niveau de la Commission du Mékong, la Chine a depuis longtemps un statut de partenaire de dialogue, c'est-à-dire qu'une fois par an, une délégation chinoise vient pendant 2 jours discuter avec la Commission et parler, donner de l'information générale sur ces grands projets.
Par ailleurs, la Chine a signé des accords de partage de données hydrologiques, dans un premier temps uniquement pour la saison humide, et ce pour aider à lutter contre les inondations. Mais plus récemment, elle a également signé un partage de données en saison sèche. En juin 2005, donc il y a 10 ans, quand j'étais secrétaire exécutif de la Commission du Mékong, la Chine, connaissant mon point de vue sur le rôle de la Commission en tant que promoteur et facilitateur d'un vaste programme d'investissement régional, je fus le premier secrétaire exécutif à être officiellement invité en Chine par le gouvernement chinois et pour discuter d'éventuelles collaborations. Alors, lorsque j'ai demandé de but en blanc à la Chine pourquoi elle ne fait pas partie, pourquoi elle ne veut pas faire partie de la Commission du Mékong, ils m'ont répondu très directement: tant que cette organisation est pilotée par des bailleurs occidentaux, par le Danemark, la Suède, etc., il n'est pas question pour nous d'entrer dans une organisation pareille. En attendant, nous collaborons très bien dans d'autres secteurs déjà avec tous les pays du Mékong, ça dans le secteur routier et autres, le secteur de l'environnement, dans le cadre d'un grand programme d'investissement qui est piloté par la Banque asiatique de développement. Donc, à mon avis, il est temps, et c'est probablement en conclusion que je peux dire ceci, il est temps, il me semble, pour les pays de la Commission du Mékong de prendre en main leur organisation, de tenir les rênes de leur organisation et d'essayer de devenir un véritable acteur du développement économique régional. Je pense que c'est dans le cadre de cette approche-là, en parlant de programmes d'investissement multisectoriels, etc., qu'on peut espérer de voir la Chine un jour rejoindre d'une certaine manière la Commission du Mékong et son programme d'investissement. Très bien, merci Olivier d'avoir accepté notre invitation et merci pour ces 2 études de cas extrêmement intéressantes, Sénégal d'une part et Mékong d'autre part. C'est moi qui vous remercie.